Salut à tous, bonjour, bienvenue dans le 13h au sommaire. Fin de l'hibernation, les forces Cori pour un Bénin émergent se réveillent 2021 en ligne de mire. Le parti prend un nouvel envol et relance ses activités. Une rencontre au sommet comme tremplin et en marge. Un point a été fait au public. Trois axes majeurs seront évoqués, à savoir le bilan des communales et municipales. L'actualité politique du moment est justement la présidentielle qui s'annonce. Et puis, Maître Alain Oronla s'est prêté aux questions des hommes des médias. C'était un bonus du compte-rendu du Conseil hebdomadaire des ministres. Plusieurs sujets ont ensuite été abordés. Le porte-parole du gouvernement a dû opiner, notamment sur l'activisme de deux personnalités, on va dire, très en vue en ce moment, Boni Yahi et Joël Aïvo, pour ne pas les nommer. Et puis, la vie loin de la politique et quelques points d'ombre en ce qui concerne les réformes en cours dans le sous-secteur des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. D'ailleurs, les préinsérés ont dû entendre leur ministre de tutelle là-dessus. Clarification leur a été donnée sur quelques points. Voilà, mesdames, messieurs, bonjour à nouveau, bienvenue. Voici le 13h. Le bureau exécutif national des forces Cori pour un Bénin émergent a tenu ce mercredi 2 septembre 2020 une réunion à son siège à Cotonou. C'est une rencontre pour la relance des activités du parti. Les échanges ont porté sur trois points essentiels, à savoir la participation des FCBE aux élections du 17 mai dernier, la situation sociopolitique actuelle dans le pays et les perspectives pour la présidentielle de 2021. Une déclaration finale a été présentée à la presse au sortir de la réunion. Voici le point. Nous voici réunis ce jour, mercredi 2 septembre 2020, après une pause stratégique. Les forces Cori pour un Bénin émergent remontent à nouveau sur scène. Après la proclamation des résultats des élections communales et municipales du 17 mai dernier, c'était un mutisme total. Et cette réunion des membres du bureau exécutif national relance les activités du parti. Le parti FCBE ne fait pas du civisme. Le parti FCBE sait prendre ses marques pour aller au rythme idéal. Le moment est donc propice de faire le point du chemin parcouru et de lancer les projections sur l'avenir. S'agissant de l'état des lieux, les membres du bureau exécutif national des FCBE ont abordé trois points essentiels lors de leur réunion. Il s'agit entre autres de la participation du parti aux élections communales et municipales du 17 mai dernier, la situation sociopolitique actuelle du pays et les perspectives pour la présidentielle de 2021. S'agissant du premier point, relatif au bilan de la participation du parti FCBE aux élections communales et municipales du 17 mai 2020, les membres du bureau exécutif national se sont félicités des résultats honorables obtenus dans des conditions particulièrement hostiles. Nonobstant toutes les entraves, le parti du peuple a pu obtenir à l'issue de ces élections 14,98% des suffrages exprimés au plan national, 260 conseillers, dont 50 chefs d'arrondissement et 7 maires réduits à 6 suite au regrettable contentieux de Parakou. Sur la question de la situation sociopolitique qui prévaut dans le pays, les suscitations de candidatures pour la présidentielle de 2021 ont été la principale actualité sur laquelle se sont penchés les membres des FCBE. Pour eux, cela va en violation du code électoral et de la Constitution. Tous ces actes tendent à cultiver et à entretenir le culte de personnalité qui est contraire à l'esprit de la réforme du système partisan prônée par le chef de l'État. Malgré le rappel à l'ordre de l'autorité, certains mouvements et associations de diverses natures continuent à polluer malheureusement l'atmosphère politique. Les membres du bureau des FCBE ont également fait cas du principe de parrainage à adopter pour la présidentielle de 2021. Ils estiment que les dispositions doivent être prises pour sa clarification. Dans le même contexte, ils ont formulé des recommandations à l'endroit du gouvernement et des institutions de la République. Le bureau exécutif recommande également l'ouverture des séances de rencontres avec la Sénat pour arrêter les principes et le calendrier des parrainages
aux différents candidats des partis légalement constitués. Le BEN recommande que les institutions compétentes améliorent la configuration du COSLEPI par la participation des représentants de l'opposition. Et au titre des résolutions, le BEN a décidé de préparer tous les militants à œuvrer pour une alternance démocratique en 2021. De leur côté, les membres du bureau exécutif national des Foscori pour un Bénin émergent entendent prendre part à toutes les étapes du processus de l'élection présidentielle de 2021. Voilà donc, et puis Paul Rounkwe, secrétaire exécutif national du parti FCBE, était ce matin l'invité du forum sur Actu Matin. Il a été question cette fois-ci de voir plus en détail certaines préoccupations liées au parti, notamment les dissensions et les guéguerres qui n'en finissent pas. On l'écoute. Les dissensions dont nous avons parlé relèvent du passé, du moment où c'était au moment où nous pensions qu'on pouvait, disons, continuer ensemble et où certains se disaient qu'il fallait faire autrement ou ne pas, disons, respecter la conformité avec la loi. Et donc, ceux-là qui protestaient sont déjà partis. Et malheureusement, ils ont été obligés de faire comme nous. Alors 2021 est là, comme Paul Rounkwe candidat? Oui. Non, pourquoi? Je crois qu'il est difficile que quelqu'un vienne sur votre plateau aujourd'hui dire qu'il est candidat. C'est le groupe qui désigne. Et nous sommes en train de mettre en place une procédure. Nous allons définir... Pour confirmer Théophile Yarou? Non, ce n'est pas pour confirmer quelqu'un, c'est pour analyser toutes les candidatures possibles. Nous sommes à 7 mois et vous continuez d'analyser. À 7 mois, vous ne savez pas en votre Bien sûr, vous savez, qui peut donner les meilleures chances possibles au parti. Nous sommes méthodiques. Nous n'avons pas voulu aller trop vite en besogne. Restera donc à régler la question du parrainage. Et là-dessus, la posture du parti est on ne peut plus claire. Le secrétaire exécutif national a dressé un panorama de la situation et semble avoir fait l'option du dialogue. Des démarches vont être initiées d'ici là de manière à trouver des solutions. Paul Rounkwe, encore une fois. Si nous sommes réunis hier, c'est pour avoir l'aval du bureau national avant d'aller vers la négociation du parrainage. La question est que nous n'avons que 6 maires capables de nous parrainer. Alors, maintenant pour aller négocier, soit nous allons vers les responsables des autres formations politiques qui détiennent le gros lot, ou nous allons vers des individualités, des potentiels parrains. Mais ces potentiels parrains-là relèvent d'un certain nombre de partis politiques, mais qui sont en réalité des partis à l'antipode de notre vision des choses. Alors, dans un premier temps, nous attendions à ce que la Sénat clarifie ou que ce soit le Parlement qui vienne nous dire de quelle façon le parrainage pourrait se présenter. J'ai établi une liste, je me promène, je vais chez M. Inch, je dis bon, tu vas me parrainer, il contresigne avec adresse, tout ça. Ou bien c'est un formulaire à remplir, signé, déposé, ou de quelle façon ça va se présenter. Nous attendions ça quand ça ne venait pas. Nous avons dit il faut maintenant réunir les militants pour obtenir leur aval. Si on me voit chez un député X voulant lui parler de parrainage, les gens vont dire mais qu'est-ce qu'il est devenu? Il est devenu mouvancier. Donc il faut avoir l'aval du parti. Et je crois que nous sommes à cette étape-là où nous allons maintenant, nous avons l'autorisation d'aller et de négocier. Politique toujours, un autre son de cloche. Tout va bien dans le meilleur des mondes au Bénin. Il n'y a qu'à voir autour de nous et les récentes actualités en ce qui concerne l'activisme et la présence aussi bien aisée que constante de personnalités précises sur la scène pour s'en rendre compte. Ainsi répondait Alain Doroula, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement. C'était en marge de son traditionnel point sur le conclave hebdomadaire du gouvernement. On va l'écouter. Je ferai remarquer que c'est la preuve et la confirmation, la démonstration de ce que les libertés sont garanties en République du Bénin, la liberté d'aller et de venir. Chaque citoyen qui n'a rien à se reprocher pouvant jouir de cette liberté, il n'y a rien de particulièrement étonnant ou extraordinaire que
les personnalités auxquelles vous avez fait référence soient en train de se promener dans notre beau pays. Nous nous réjouissons de ce que, ce faisant, ces personnalités confirment là également que notre pays est un pays de liberté, est un pays démocratique qui permet en tout lieu, en toutes circonstances, la contradiction, puisqu'il s'avère que cette personnalité se livre à une critique de l'action gouvernementale, ce qui est un droit, de la même manière que d'autres acteurs dont je fais partie font la promotion de cette action gouvernementale bien compris, bien ressentie par les populations de notre pays, par nos compatriotes. Je me réjouis personnellement de ce que notre compatriote se livre à cet exercice, puisqu'il démontre par lui-même qu'il n'y a pas de soins particuliers à apporter à notre démocratie qui ne présente pas de signes de convalescence ou de signes, de symptômes qui nécessitent d'être corrigés, puisque l'exercice auquel il se livre est la preuve de ce que notre démocratie se porte très bien. Allez, on voit la ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement qui répondait aux questions des journalistes. Mais avant, présentation a été faite du compte-rendu du Conseil des ministres. Plusieurs décisions ont été prises, à savoir l'adoption des décrets portant fixation des modalités de déroulement de la campagne de commercialisation 2020-2021, des amendes de carité et le recrutement de 100 auditeurs de justice au titre de l'année 2020. Suivons. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 2 septembre 2020 sous la présidence de M. Patrice Talon, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Les décisions ci-après ont été prises. Au titre des mesures normatives, fixation des modalités de déroulement de la campagne de commercialisation 2020-2021, des amendes de carité. La dite campagne, dont le lancement aura lieu dans la commune de Gogounou, se déroulera du 15 septembre 2020 au 31 mai 2021. En accédant à la volonté des acteurs de la filière, le Conseil a homologué le prix plancher de cession des amendes à 100 francs CFA le kilogramme. Ce faisant, le gouvernement entend encourager les personnes et les structures chargées de la collecte et de la transformation à observer davantage les meilleures conditions de traitement et de stockage afin d'améliorer continuellement la qualité des produits. À cet effet, le ministre de l'Industrie et du Commerce veillera notamment à apporter l'appui matériel approprié dans le ramassage des noix en vue de réduire la pénibilité de la collecte et de garantir plus de sécurité dans cette activité. Au titre des communications, sélection de cabinets d'architecture pour la réalisation de missions de maîtrise d'œuvre complète du projet de construction de 7 arènes culturelles. La construction et l'équipement d'infrastructures culturelles aux normes et standards internationaux sont une composante du programme d'action du gouvernement. Leur réalisation permettra de promouvoir des espaces de diffusion des créations artistiques, des spectacles vivants dédiés essentiellement à la jeunesse et au secteur de la culture. Ces espaces accueilleront des activités professionnelles et amateurs destinées au grand public. Dans cette perspective, les négociations avec des cabinets spécialisés ont permis de retenir pour une mission de maîtrise d'œuvre complète les cabinets d'architecture suivants. Golden Stone pour la finalisation de la mission de maîtrise d'œuvre complète pour l'arène culturelle d'Abomey et la conduite de celle des arènes culturelles de Porto Novo, Ouida et Lokossa. Inspired Design pour la finalisation de la mission de maîtrise d'œuvre complète pour l'arène culturelle de Parakou et la conduite de celle des arènes culturelles de Kouandé et Natitengu. Le Conseil, en approuvant cette communication, a instruit les ministres concernés de faire procéder à la signature des contrats avec ces cabinets d'architecture, puis de veiller à la réalisation correcte de leur mission. Approbation de la feuille de route devant conduire à l'actualisation du plan sectoriel de l'éducation 2018-2030. La mise en œuvre du plan sectoriel de l'éducation PSE 2018-2030
adopté le 13 juin 2018, est marqué par de nombreuses réformes opérées dans les différents sous-secteurs de l'éducation, particulièrement s'agissant de la sélection et de la qualité des enseignements. Dans ces réformes figure également la stratégie de relance de l'enseignement et la formation technique et professionnelle, ETFP, portée par la vision qu'à l'horizon 2030, les jeunes en âge de travailler, y compris les personnes à besoins spécifiques, disposent de compétences demandées par le marché du travail pour une croissance économique stable, durable et inclusive. Une telle ambition implique, entre autres, que le plus grand nombre d'apprenants soient orientés vers les formations techniques et professionnelles. En outre, en vue de donner plus de consistance à la politique éducative de notre pays, le gouvernement a fait l'option d'étendre l'éducation de base à la fin du second cycle du secondaire, soit la classe de terminale. C'est donc pour tenir compte de cette dynamique et de ses implications sur le développement de notre pays que le Conseil a pris la décision de procéder à une actualisation du PSE et en a adopté la feuille de route. Recrutement de 100 auditeurs de justice au titre de l'année 2020. Des efforts de renforcement de l'effectif du personnel magistrat s'avèrent nécessaires face aux besoins manifestes de nouveaux recrutements. L'objectif poursuivi est de combler le vide qu'induit la nécessité d'étendre la carte judiciaire de notre pays par la mise en service des juridictions du fonds et de l'installation prochaine de la Cour des comptes. C'est pourquoi, pour favoriser à terme le meilleur fonctionnement du service public de la justice au profit des justiciables, le Conseil a marqué son accord pour le recrutement au titre de cette année de 100 auditeurs de justice. Au titre des mesures individuelles, sur proposition du ministre, M. Segbe Herman Djedou est nommé directeur de l'administration et des finances au ministère des Infrastructures et des Transports. Voilà, on retient donc que par décision prise en Conseil des ministres, 100 auditeurs de justice seront recrutés d'ici là. Faut-il le rappeler, seulement 12 ont été retenus l'année dernière contre 80 places ouvertes. Quelle chance alors que cette fois-ci, les 100 places disponibles soient prises. Alors on apporte ici des clarifications. En ouvrant chaque année le nombre d'auditeurs et le nombre de recrutements à effectuer, en ouvrant le nombre de places, le président de la République honore un engagement qu'il a pris devant le peuple béninois. Ces recrutements, par ailleurs, correspondent aux besoins pour tenir compte notamment de l'extension de la carte judiciaire de notre pays, puisque nous ouvrons de plus en plus de juridictions de fonds, pour tenir compte de l'installation prochaine de la Cour des comptes, qui a également un besoin de personnel, un besoin d'effectifs en magistrats, il est tout à fait normal et logique que le nombre de places soit augmenté. C'est pour cela que, contrairement à l'année dernière, où 80 places étaient offertes, cette année, nous en offrons 100 parce que nous n'avons pas pu combler les attentes de l'année dernière. Vous l'avez rappelé vous-même, 12 recrutés sur 80 places offertes. Cela est malheureux et nous l'avons déploré parce que les candidats n'étaient pas à la hauteur des épreuves. Mais c'est aussi la preuve de la transparence et de la rigueur du gouvernement qui n'entendent pas, parce que nous avons besoin de magistrats recrutés et formés à la baisse. Nous espérons que cette année sera meilleure que l'année dernière et que les candidats seront à la hauteur des épreuves auxquelles on les soumet afin que nous puissions combler cette attente. Comme l'année dernière, le concours se déroulera dans la plus grande transparence et dans la plus grande rigueur, avec tous les encouragements du gouvernement aux candidats afin qu'ils travaillent de manière significative et conséquente pour maîtriser les épreuves auxquelles ils seront soumis. Nous sommes donc optimistes. Changement de registre à présent, à quelques 3 semaines de la rentrée scolaire. Les préparatifs vont bon train dans les 3 ordres de l'enseignement, dans le sous-secteur des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle.
Face à face entre les préinsérés et leur ministre de tutelle au cœur des échanges, les réformes dans le sous-secteur. C'est une rencontre d'échange avec le ministre Maounio Kakpo, voulue par le mouvement des préinsérés pour la République. À cette séance d'information, il a été question des réformes du gouvernement du président Patrice Talon dans le sous-secteur des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. En venant à la rencontre, les aspirants à l'enseignement savaient déjà beaucoup de choses sur ces réformes. De nombreuses réformes ont été engagées. Entre autres, on peut retenir la nomination des cadres qu'il faut au poste requis, en passant par l'organisation des tests de compétences, la création d'une plateforme de gestion du système éducatif, la bancarisation des salaires, la création de la plateforme e-résultats. La présence du ministre de l'Enseignement est pour leur expliquer l'exécution du programme d'action du gouvernement dans le sous-secteur. Le ministre y a noté une nouvelle forme d'échange entre le gouvernement et les enseignants en lieu et place des mouvements de grève. Une occasion pour le ministre de leur parler en long et en large de ce qui se fait par le gouvernement de la rupture. Je leur ai expliqué ce que le gouvernement fait dans l'enseignement secondaire général, dans l'enseignement et la formation technique et professionnelle et dans le domaine de l'alphabétisation. À chaque niveau, nous avons l'élaboration de stratégies pour relancer le sous-secteur et l'objectif, c'est surtout d'améliorer l'accès à l'école, la qualité de l'enseignement, la rétention de l'enseignement des apprenants dans le système, de même que la rénovation des infrastructures et des équipements des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. Au terme des échanges, je pense que le groupe que j'ai rencontré est sorti satisfait. Le ministre aussi en est reparti heureux d'avoir eu ces échanges avec les préinsérés. Par ailleurs, ces derniers ont eu droit à l'information sur l'Agence nationale pour les prestations aux établissements scolaires. Voilà, réforme également, et ce depuis 2016, dans la plupart des secteurs importants de la vie de la nation, de la politique à l'emploi des jeunes en passant par l'assainissement des finances publiques, la justice, la lutte contre la corruption et bien d'autres. 4 ans plus tard, que retiennent les Béninois, et M. Hélène Amoussou a tendu son micro à quelques citoyens rencontrés à Boïcon et à Abomey. Un pays comme le nôtre, tel que le pays était avant l'arrivée de la rupture, je crois que les réformes sont indispensables. Vous avez parlé de réforme du système partisan et vous avez constaté que de plus en plus, le milieu politique est assaini avec moins de partis politiques. Et on fait de nouveaux apprentissages maintenant en matière de démocratie, puisque la démocratie, ce n'est pas nécessairement le nombre qui compte, mais il y a également la qualité. C'est vrai, la réforme du système partisan a quelques problèmes, c'est tout à fait normal, mais je crois que globalement, c'est une réussite. Et au fur et à mesure qu'on avance, on serait en train de corriger les petites failles qu'il y a. En dehors de ça, il y a les droits de grève qu'on a essayé de restreindre. Vous savez, nous sommes dans un pays en voie de développement. Si tous les jours, les travailleurs doivent créer quelque chose pour rester à la maison, tout le temps, ce n'est pas bien. Vous voyez, par exemple, dans l'éducation, pour valider les années scolaires universitaires, c'est toujours des problèmes parce que c'est de justesse souvent que les années sont validées. Et je crois qu'avec cette réforme au niveau des droits de grève, on a gagné beaucoup. Vous avez vu, les années sont validées facilement, les enfants travaillent normalement. Même avec le Covid, on a eu des résultats extraordinaires. Les examens se sont très bien passés. Avec la criette qui fait ce qu'elle peut. À ce niveau aussi, les Béninois ont de plus en plus peur. On sait qu'il faut faire attention aux biens publics. Je crois que c'est une bonne chose. Mais il y a quelques ajustements à faire. Il faut faire en sorte que l'application des lois ne soit pas trop sévère. En tout cas, c'est l'impression que nous, on a en tant que législateurs, vu de loin. Comme promis,
le chef de l'État, le président Patrice Talon, en accédant au pouvoir le 6 avril 2016, il a engagé des réformes dans différents secteurs de la vie de la nation. La réforme du système partisan a été entreprise et le nouveau code électoral a été adopté. Cela vient inciter le regroupement des partis et forcément cela fera en sorte que les jeunes et les femmes qui composent majoritairement la population béninoise puissent avoir leur mot à dire au sein des partis. D'abord, je tiens à souligner que le président de la République du Bénin, son Excellence M. Patrice Talon, c'est un homme de vision. Pour moi, la lutte contre la corruption aujourd'hui, il le faut. Parce que nous connaissons tous le pays dans lequel nous sommes. Aujourd'hui, le chef de l'État sait que quand on ne va pas mener cette lutte, on ne pourra pas aller de l'avant. Quand tu touches à l'argent de l'État aujourd'hui, tout le monde le sait. Tu vas en prison, c'est clair. Donc, c'est apprécié. La dématérialisation de l'administration, voilà un autre secteur. Vous voyez, depuis la nuit des temps, on n'a jamais vu quelqu'un demander une pièce en ligne. Aujourd'hui, ça se fait le plus facilement que possible. Aujourd'hui, je me réjouis. Je suis très content d'être béninois parce qu'à l'allure où vont les choses, ce n'est pas encore bien parfait, mais je crois qu'on a de l'avenir. Chacun se lève, il crée un truc du quartier, il dit c'est un parti politique. Il crée un mouvement, il dit parti politique. Celui qui a pensé, qui dit non mais il faut réduire ces mouvements-là en grand bloc. Il a salué, il a commencé effectivement. Et on a constaté aujourd'hui que quand on parle du parti politique, ça doit être représentatif dans tout le Bénin. Les députés qui disent, bon, je démissionne de mon parti, je vais de l'autre côté, je quitte gauche pour aller à droite. Aujourd'hui, tout ça là est verrouillé. Quand tu es dans un parti... Reconnaissance et distinction ce mardi pour les meilleurs dans chaque catégorie aux différents examens de fin d'année dans la commune de Lokossa, dans le département du Mono. Premier au Bénin au CEP 2020, premier du département du Mono. Ils ont été récompensés durant une célébration initiée par l'opérateur économique et conseiller communal de Lokossa, Rabiou Garba. C'était en présence du maire de la commune et certains de ses invités. Ces trois enfants font la fierté de la commune de Lokossa. Ils viennent en effet de réussir avec brio à leur examen de fin d'année scolaire. Ils sont ici célébrés et mis au devant de la scène sous les projecteurs par un homme, Rabiou Garba. La cérémonie qui nous réunit ce soir à Link Hotel n'est autre chose que passer quelques minutes ensemble avec nos lauréats, nos enfants qui ont honoré la commune de Lokossa et tout le pays. Opérateur économique et conseiller communal de Lokossa, Rabiou Garba célèbre ici l'excellence en milieu scolaire à travers trois enfants de sa commune. Il s'agit de Triomphe Eliel, Godogwe, Justin Akwete et Patrick Junior Humpé. Je voudrais dire merci à tous ces enseignants pour le travail qu'ils abattent. Je voudrais pour finir féliciter les lauréats et leur dire toutes les félicitations de la commune de Lokossa qu'ils ont honorées. Je voudrais leur dire que le chemin reste encore à parcourir. Je demanderai aux parents d'être toujours les gardiens, d'être toujours, plus que des gardiens, mais des gendarmes qui permettent à leurs enfants d'aboutir, d'accomplir la mission qui sont les leurs. Le mérite de ces trois enfants est d'être respectivement premier du Bénin au CEP 2020, premier du département du Mono au BEPC 2020 et premier du Bénin au BAC 2020. Une prouesse saluée par toute l'assistance. Nous avons prévu des petits cadeaux pour nos lauréats. Et ces cadeaux ne répondent pas au service rendu à la commune, mais prenez avec patience et courage
et dans les jours, les années à venir, quand vous ferez mieux que ce que vous avez fait, nous allons toujours vous accompagner. Sur ce, nous vous remercions. En termes de récompense, le premier du Bénin, au bac 2020, a eu comme cadeau un ordinateur portatif plus une enveloppe financière. Le premier du département du Mono au BEPC 2020 s'est vu offrir une tablette et une enveloppe financière. Le premier du Bénin au CEP 2020 a lui reçu un kit de fourniture scolaire, un vélo tout-terrain ainsi qu'une enveloppe financière. Je voudrais tout simplement leur souhaiter bonne chance pour la suite. Et je demande à Dieu de bénir celui qui a offert ces dons à nos enfants. Donc, nous sommes très contents, nous qui sommes les parents ce soir. Et nous demandons à Dieu Tout-Puissant de vous bénir, parce que c'est Dieu qui bénit en réalité. Ce soir, c'est une cérémonie de remise de prix où tout lauréat est content de ce qu'on lui a offert. Nous ne saurons remercier humblement et avec une grande joie le conseiller communal ici présent, ainsi que le maire de la commune de Lokossa, ainsi que ceux qui ont participé à toute cette organisation. Les responsables des établissements de provenance de ces enfants ont été aussi primés durant la manifestation par le donateur. Djougou, pour finir, les artisans maçons formés en éco-construction ont reçu leur attestation de fin de formation. C'est à travers une cérémonie fort simple organisée lundi au centre de formation Leweitari de Natitengu. Pendant 6 mois, les récipiendaires ont été outillés sur les techniques de valorisation des matériaux locaux, notamment les pierres. Cette formation s'inscrit dans le cadre du projet d'appui au métier de la pierre et de la reconstruction et de l'éco-construction. Un projet initié par l'Association des communes de l'Atakora et de la Donga Akad, financé par l'Agence française de développement et l'ONG Action for Life. Alassane Arouna et Abdou Sabé Idrissou pour plus de précision. Couronnement de 6 mois de formation, cette cérémonie de remise d'attestation aux artisans maçons déjà diplômés en maçonnerie conventionnelle consacre la fin d'une formation qualifiante en éco-construction. Pendant 24 semaines, ces 10 récipiendaires en provenance des différentes localités des départements de l'Atakora et de la Donga ont été outillés sur les techniques d'éco-construction, un programme qui s'inscrit dans le cadre du projet d'appui au métier de la pierre et de l'éco-construction piloté par l'Association des communes de l'Atakora et de la Donga Akad sur financement de l'Agence française de développement et l'ONG Acting for Life. Les apprenants ont beaucoup appris parce qu'il faut leur donner une connaissance nouvelle, une connaissance plus approfondie et qui va les amener à vraiment affronter le marché de l'emploi qui de plus en plus est très corsé parce que la demande est complexe et très variée. Depuis sa création en août 2004, cette fêtière des communes de l'Atakora et de la Donga ne tarit pas d'initiative pour rendre plus compétitifs les artisans sur le marché de l'emploi afin d'améliorer leurs conditions de vie et de travail. Et c'est à juste titre que les autorités à divers niveaux vont exhorter chaque récipiendaire à mettre rigoureusement en pratique les connaissances acquises au thème de cette formation. Aux récipiendaires, je vous dis et je martèle que le mérite d'un diplôme reçu réside dans sa mise en œuvre. De ce fait, je vous souhaite de porter haut l'étendard des artisans maçons, car vous êtes doublés de connaissances en technique de construction. Vous êtes désormais des ambassadeurs de ce partenariat entre l'ACAD, l'AFD, l'ONG Acting for Life, parce que de la valorisation de vos acquis sur le terrain dépendra la continuité du programme. Et je voudrais très sincèrement exhorter nos partenaires à nous accompagner dans cet élan. Je félicite ici tous les récipiendaires qui, pendant 6 mois, se sont mis résolument au travail pour recevoir ainsi ce complément de formation. Que ce complément de formation vous serve. Message reçu par les bénéficiaires qui, tout en saluant la démarche de l'ACAD, prennent l'engagement d'offrir des services de qualité à la clientèle. Nous repartons d'ici avec de nouvelles connaissances que nous ferons valoir dans nos communes respectives. Nous nous engageons à donner le meilleur de nous-mêmes sur tous les chantiers qui nous
percevons afin de faire la fierté de l'ACAD. Cette démarche de l'ACAD traduit fort bien sa ferme volonté de résoudre autant que faire se peut la question de l'inadéquation entre la formation et l'emploi. Mais au-delà de cette formation qualifiante, ACAD a mis en œuvre un mécanisme de suivi insertion pour suivre de près chaque bénéficiaire sur le marché de l'emploi. Les techniques qu'ils ont reçues au cours de la formation. Voilà, fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Et merci de toujours nous réserver votre fidélité. L'info continue, le journal revient tout à l'heure dès qu'il sonnera 16h. Et la grande édition du soir, c'est à partir de 19h30. D'ici là, prenez soin de vous.